Bamako abrite demain jeudi 14 mars la conférence régionale de l'Afrique de l'Ouest, une rencontre qui se tient en prélude au 9e congrès panafricain prévu du 29 octobre au 2 novembre prochain à Lomé au Togo. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Abdoulaye Diop, est dans ce journal pour plus de précisions. Semaine nationale pour l'harmonisation et l'utilisation des symboles de l'État, une conférence débat à la faculté des sciences administratives et politiques pour expliquer aux étudiants leur sens et signification afin de permettre à nos futurs administrateurs de mieux les connaître, ces symboles de l'État, mais aussi de les utiliser à bon escient. Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre et toutes nos excuses pour ce léger retard. Bamako abrite donc demain, jeudi 14 mars, la conférence régionale de l'Afrique de l'Ouest sous le thème Diaspora, Afro-descendants et développement. Une rencontre qui se tient en prélude au 9e congrès panafricain prévu du 29 octobre au 2 novembre prochain à Lomé au Togo. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Abdoulaye Diop, nous parle des enjeux de la rencontre de demain pour le Mali. Il est au micro de Mohamed Kantao. Ce qui se tiendra à Bamako, il s'agit d'une des 6 conférences régionales préparatoires du congrès panafricain qui lui-même doit se tenir vers la fin de l'année à Lomé au Togo. Et dans ce cadre, les autorités maliennes ont été sollicitées par les autorités togolaises pour pouvoir abriter cette session. Dès que l'annonce a été faite, naturellement, vu les enjeux pour le Mali, son engagement panafricain et sur son intérêt pour la thématique, qui est quand même les diasporas, les afro-descendants et les questions de développement, qui cadre bien aussi avec les préoccupations de l'heure de notre pays. Le chef de l'État, son Excellence le colonel Assimi Goïta, a immédiatement donné son accord pour que notre pays puisse servir de cadre pour ce dialogue. Donc nous voudrions remercier les autorités togolaises et tous les pays qui nous font confiance en venant pour pouvoir tenir cette session ici. L'enjeu essentiel, comme vous le savez, c'est de pouvoir préparer les éléments par rapport à cette thématique, les diasporas, les afro-descendants et les questions de développement, faire un certain nombre de recommandations concrètes qui puissent alimenter le congrès panafricain. Nous allons pouvoir travailler sur 2 sessions thématiques. La première va concerner les diasporas, comment elles sont, et les diasporas et les afro-descendants, comment elles s'organisent, comment elles mettent en place une structure ou des entités qui leur permettent de travailler pour constituer une force, pour faire avancer l'agenda du continent, l'agenda des afro-descendants et faire en sorte que l'Afrique et ses préoccupations soient au centre de l'agenda international. La deuxième grande thématique, c'est sur les questions de diaspora et les questions de développement. Comment faire en sorte que les diasporas, les afro-descendants puissent contribuer au développement, à l'essor économique de nos pays, d'abord en tant que ressources humaines elles-mêmes, parce que la diaspora constitue une valeur. Ce sont des personnes, des individus qui ont des connaissances, qui ont des ressources, qui peuvent contribuer aussi à l'investissement productif sur le continent. Comme vous le savez, il y a beaucoup de nos ressortissants qui sont de la diaspora, qui contribuent beaucoup au développement de nos pays à travers la construction d'écoles, d'infrastructures sociales et autres, mais on veut aller au-delà aussi pour voir comment ils peuvent être des acteurs économiques pour que ça bénéficie au pays, ça bénéficie. Donc ça sera essentiellement autour de cette question des ressources, des investissements, de toutes les organisations qui doivent être mises en place par rapport à ça. Voilà, la rencontre s'ouvre donc demain, jeudi 14 mars. Permettre aux futurs administrateurs du pays, les étudiants, de non seulement connaître les symboles de l'État, mais aussi de les utiliser correctement. C'est tout l'objectif de cette conférence débat initiée par le ministère de la Justice en collaboration avec la Faculté des sciences administratives et politiques. L'activité entre dans le cadre de la Semaine nationale pour l'harmonisation et l'utilisation des symboles de l'État. Un échange fructueux, nous dit Abdoulaye Sakou. L'hymne national, l'un des symboles de l'État le plus populaire, est pourtant mal entonné régulièrement. C'est là, même dans les cérémonies solennelles. L'exemple le plus frappant, c'est bien ici.
résolus de mourir pour l'Afrique. Debout sur les remparts, pause solennelle. Nous sommes résolus de mourir, pause solennelle. C'est la preuve que les initiateurs ont vu juste en organisant cette session d'échange avec les étudiants. C'est une semaine de campagne d'éducation civique. Et qui parle d'éducation ne peut pas négliger les universitaires. Et surtout ici, quel département d'université ici? C'est la faculté des sciences administratives. Qui parle des symboles de l'État? Et ils sont les futurs usagers, utilisateurs des symboles de l'État. Pendant 2 heures, les 5 symboles de l'État ont fait l'objet d'échanges approfondis entre les étudiants et le conférencier du jour. Quels sont les 5 grands symboles de l'État? L'hymne national, le drapeau, la devise, le sceau et les armoiries. Quelles sont les caractéristiques? En quoi est-ce que ça nous singularise en tant que pays, en tant que nation? Et quelles sont les significations profondes que nos pères fondateurs, nos mères fondatrices ont associées à ces symboles-là afin de cultiver l'esprit de patriotisme et de citoyenneté. On m'a appris quelque chose que je ne connaissais pas, les armoiries. En vérité, je ne savais pas beaucoup. Mais le conférencier vient de m'éclairer sur certains points. Au-delà de cette conférence, d'autres activités sont au programme de cette semaine dans le but de mieux informer et sensibiliser les citoyens sur l'importance de la bonne utilisation des symboles de l'État. Caravane de sensibilisation des commerçants par rapport à l'application ou l'adaptation des prix des produits de première nécessité. Une initiative de la Chambre de commerce et d'industrie du district de Bamako, démarrée aujourd'hui. Elle a commencé au grand marché de Bamako, précisément à Bonzola, Lampanikoro. Abdul Karim Kaba était présent. Difficile de se frayer un chemin au grand marché de Bamako. Les piétons ne font pas exception à la règle. Une délégation de la Chambre de commerce et d'industrie du district de Bamako et ses partenaires ont bravé cet obstacle pour lancer la caravane de sensibilisation et d'information. Il s'agit, à travers cette opération Ramadan Lafia, de constater le respect des prix et des modalités convenues. Cette caravane s'inscrit en droite ligne de la mission d'encadrement de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali à travers la Chambre de commerce du district de Bamako. Donc nous avons choisi le marché Bozola Lampanikoro. Et ce marché a tout un sens pour nous. Ce marché est le premier marché des denrées de première nécessité. Opération Ramadan Lafia, une initiative à laquelle le ministre de l'Industrie et du Commerce adhère. C'est pourquoi la Chambre de commerce et d'industrie du Mali s'érige en sentinelle pour l'application des prix fixés. Rappeler à nos concitoyens le respect des prix des denrées de première nécessité qui est indiqué par les autorités de notre pays pour n'avoir ménagé aucun effort en adoptant des mesures fortes qui consiste aujourd'hui vraiment à donner les denrées à des prix vraiment abordables. Nous sommes là aujourd'hui pour veiller et pour voir réellement si ces prix vraiment sont respectés dans nos marchés. Cette caravane de sensibilisation et d'information dure 4 jours au grand marché de Bamako et dans toutes les communes de la capitale. Les nouveaux directeurs régionaux des affaires religieuses et du culte renforcent leurs connaissances. C'est à la faveur d'une formation de 3 jours. Al-Mouzer Al-Kamissa Yatara pour plus de détails. Les nouveaux directeurs régionaux des affaires religieuses et du culte sont au nombre de 8. Dans le cadre de l'exercice de leurs nouvelles fonctions, ils ont besoin de renforcer leurs connaissances et de maîtriser les outils de travail. La CPS a une mission, n'est-ce pas, de suivi et de mise en œuvre des politiques et stratégies de développement. On a commencé les travaux de la rédaction, n'est-ce pas, des revues 2024, des politiques et stratégies du secteur et des projets et programmes. Cette session de formation se fera sur 3 jours. Occasion pour le premier responsable du département d'expliquer les attentes. Aujourd'hui, la Direction nationale des affaires religieuses du culte a voulu organiser cette session de formation des directeurs régionaux des différentes localités du Mali afin de les montrer comment est-ce qu'ils doivent travailler avec les différents leaders religieux, comment est-ce qu'ils doivent avoir la main mise sur la question administrative. Dans le même chapitre, le ministre a rappelé que l'objectif pour les autorités est de servir les populations partout. À ce titre, il a exhorté les nouveaux directeurs régionaux venus de plusieurs localités de se mettre au service de la nation. Après la formation, les nouveaux directeurs régionaux des affaires religieuses et du culte des différentes localités vont appuyer leur département dans le cadre de la mise en œuvre des politiques publiques et dans le cadre de la politique nationale de lutte contre l'extrémisme violent.
Fin à Kita de la mission de prise de contact de la Confédération des sociétés coopératives des producteurs de coton avec les acteurs et partenaires à la base. Nos envoyés spéciaux sont Sidiki Balo et Nouhoum Sissoko. À l'instar des cotonculteurs des filiales de Sikasso, Kuchala et Fana, ceux de Kita sont confrontés aux difficultés d'approvisionnement en intrants agricoles, en aliments bétail, au manque de semences améliorées. Mais à Kita, les champs sont exposés aux dégâts des animaux en transhumance. C'est ce qui ressort de la rencontre de prise de contact de la Confédération des sociétés coopératives des producteurs de coton avec les paysans de Kita. Ils ont évoqué des difficultés, notamment le manque d'équipement, surtout les tracteurs. Concernant les tracteurs, nous allons soumettre ce dossier au gouvernement, puisque d'autant plus qu'il y avait les tracteurs subventionnés pour qu'ils puissent nous aider dans ce sens. S'agissant des difficultés concernant les pistes rurales, ensemble avec la CMDT, nous allons voir c'était pour trouver des solutions au désenclavement. Ils disent qu'ils ont des difficultés pour quand même acquérir leur argent coton. Or, nous allons rapprocher la BNZR à cet effet afin de faciliter aux producteurs le paiement de l'argent coton. Au terme de cette mission de prise de contact dans les 4 filiales, le président de la Confédération des sociétés coopératives des producteurs de coton se réjouit de la détermination des cotonculteurs à produire suffisamment pour que le Mali retrouve la place qui lui revient en Afrique. Nous avons vu des producteurs enthousiastes qui sont prêts à cultiver le coton. Ils ne peuvent pas le faire sans quand même trouver des solutions à certaines difficultés, notamment les équipements, les intrants agricoles. La mission s'est rendue chez les notabilités pour prendre des conseils et solliciter leur accompagnement pour que le coton rapporte davantage à l'économie malienne. Le coût élevé de l'aliment bétail réduit à Mopti grâce au président de la transition. Comment le colonel Assimi Goïta a mis à la disposition des éleveurs de la région de l'aliment bétail issu d'une partie des 10% des graines de coton au titre de la campagne agricole 2023. Le lancement de cette mise à disposition, un reportage de Boubacar Sankari. Plus de 1055 tonnes d'aliments bétail mis à la disposition des éleveurs de la région de Mopti. Ces approvisionnements des filières embouche, viande et lait en aliments de qualité sont issus de la trituration des 10% des graines de coton au titre de la campagne agricole 2023. Cette recommandation du président de la transition de subvenir aux besoins d'alimentation des animaux vise entre autres la stabilisation du prix de l'aliment bétail sur l'étendue du marché mopticien, l'intensification des activités d'embauche, l'augmentation des productions de lait, de viande, l'amélioration du rendement des bœufs de labour en début de campagne. Les 10% de coton graines sont transformés sur place par une entreprise locale. Les graines de coton que nous avons reçues ne servent pas seulement à faire de l'aliment bétail. Nous produisons 20 000 bidons de 20 litres d'huile et employons 300 personnes. Si la tonne est sur le marché à 250-260, 190 000 pour un éleveur, je pense que c'est vraiment acceptable. Mais nous voulons que ça diminue encore. La cérémonie a pris fin par une remise symbolique d'aliments bétail aux bénéficiaires et une visite de l'usine de transformation des graines de coton. 32e session ordinaire du conseil d'administration de l'Office de la Haute-Vallée du Niger. Le ministre de l'Agriculture a présidé les travaux qui vont porter sur l'analyse du procès verbal de la 31e session, entre autres. Agibou Koulibaly, Mamadou Sidibé. La campagne agricole 2023 a été caractérisée en zone OHVN par une pluviométrie inférieure à celle des 2 dernières campagnes. Tout ce qu'on avait programmé au cours de l'année 2023 comme activité, on va faire le bilan. Le bilan, ça voudrait dire que les prévisions par rapport à ce qu'on a réalisé, faire une comparaison par rapport à ça et effectivement faire une autre prévision pour l'année 2024. Dans le cadre de la subvention des intrants, 11 147 tonnes d'engrais minéraux et 1429 tonnes d'engrais organiques ont été placées auprès des producteurs. En termes de production végétale, les résultats de production sont de l'ordre de 354 377 tonnes de céréales sur une prévision de 509 834 tonnes, soit 69,51%. 25 000 tonnes de coton graines sur une prévision de 30 000 tonnes, soit un taux de réalisation de 83,33%.
Ce résultat est le fruit d'une bonne collaboration entre l'Office et les producteurs agricoles. Ces actions seront sous-tendues par un budget équilibré en recettes et en dépenses à la somme de 9 milliards 526 millions 81 470 francs en 2024 contre 8 milliards 747 millions 850 147 francs en 2023, soit un taux d'augmentation attendu de 8,90%. À l'issue des travaux, les recommandations qui seront formulées vont contribuer à l'amélioration des revenus des acteurs de la profession agricole et à l'atteinte de la sécurité alimentaire et nutritionnelle telle que prônée par les autorités de la transition. À présent, cette question, comment améliorer le système éducatif malien? La deuxième rencontre des experts du Comité national de pilotage du projet d'amélioration de la qualité de l'apprentissage des enfants planche sur la question. On en sait plus avec Awama Kamara. L'école en mode décentralisé, une initiative du gouvernement malien avec le soutien du gouvernement japonais qui engage des résultats au fil des années. La nouvelle approche mise en place est le projet d'amélioration de la qualité de l'apprentissage des enfants par la collaboration de la communauté éducative PAECA-CC. Le comité d'experts du dit projet est réuni pour évaluer les résultats des programmes précédents et envisager des méthodes innovantes et participatives. Des livres d'exercices de mathématiques seront mis à la disposition des élèves dans certaines académies du pays pour des objectifs bien précis. Il y a des livres d'exercices et corrigés la première année à la quatrième année fondamentale. Donc cette fois-ci, on dit que vous n'allez pas se livrer, on va par exemple utiliser les cahiers des participants. Donc les cahiers d'exercice, là, ça va faire une révision du lycée, du contenu aussi, du cours aussi. Et l'enfant aura tout le paquetage avec. Et la différence aussi, avant c'était seulement la numération, cette fois-ci c'est vraiment la géométrie et la numération qui seront prises en compte. Au niveau de sa zone d'intervention, il y a les 4 caps. Donc il y a d'abord les 2 académies, là il y a des Kati et là il y a des Djoïla, Cap de Nonsomboku, de Maski, de Fana. Le projet en question devra favoriser un meilleur cadre d'apprentissage avec à la clé une amélioration significative du système éducatif dans les domaines d'intervention du projet de façon spécifique et du Mali en général. Pour que chaque enfant malien puisse bénéficier d'une éducation inclusive, équitable et de qualité. Les membres du comité se retrouveront dans quelques mois pour une évaluation sur l'impact de ces manuels pédagogiques dans les différentes académies. À Kita, promouvoir ensemble la résilience des adolescents et des enfants en situation de crise. C'est le nouveau projet de plan international et de son partenaire, le Royaume de Belgique. D'un coût de plus de 700 millions de francs CFA, il vise la protection des enfants contre les violences et pratiques assimilées. Le compte-rendu des travaux de lancement avec Mahamadi Alioubari. 714 millions de francs CFA sur le coût du projet dénommé Promouvoir ensemble la résilience des adolescents et des enfants en situation de crise qui vient d'être lancé dans la région de Kita. Ce projet vise à garantir que tous les enfants touchés par des situations d'urgence sont protégés contre la violence, la maltraitance, la négligence et l'exploitation grâce à des interventions appropriées. Elle porte sur les aspects de prévention et des réactions conformément aux normes minimales dans le cadre de la protection des enfants et de l'action humanitaire. Les activités de ce nouveau projet visent surtout à assurer la continuité d'une protection de qualité pour les filles, garçons et adolescents dans les zones d'intervention. Il sera question de travail non seulement avec les enfants et leurs parents, agir au sein de la communauté, renforcer la collaboration et les compétences des services techniques qui sont nos partenaires et en même temps travailler au sein de la communauté. Beaucoup d'enfants au Mali ne bénéficient pas de leur premier droit fondamental, le droit à une identité. 16% des enfants dans les zones rurales ne sont pas enregistrés à la naissance. L'enregistrement officiel de la naissance d'un enfant établit l'existence légale de l'enfant et constitue le fondement de la protection de nombreux droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels de l'enfant. Ce projet a une durée de 2 ans et couvre 8 communes de Kita. Rappelons que le plan intervient à Kita depuis 1994. Ces actions ont porté sur l'éducation inclusive, le développement de la petite enfance, l'énergie renouvelable et l'autonomisation des femmes, entre autres.
L'Union des associations des femmes vivant avec un handicap commémore la Journée internationale des droits des femmes, occasion pour évoquer leur représentativité à la vie publique et politique, nous dit Mariam Boubacar Maïka. 8 mars, la Journée internationale des droits des femmes. Un cadre de plaidoyer en faveur de l'autonomisation de la gente féminine. Quoi de plus normal pour les femmes en situation de handicap de saisir l'occasion pour évoquer leur représentativité à la vie publique et politique. C'est là à travers un sketch et des témoignages poignants. Notre participation future à la vie publique et à la vie politique doit dépendre de nous-mêmes, avoir confiance en nous-mêmes. Nous pouvons être des électrices, mais aussi éligibles. L'initiative est soutenue par le ministère de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille. Le département est sensible aux questions relatives aux droits et à l'inclusion des femmes vivant avec un handicap. On voit tout ce qu'elles font et tout ce qu'elles ont fait aujourd'hui, tout ce qu'elles disent. Les témoignages de certaines d'entre elles montrent vraiment qu'elles sont même plus compétentes souvent que nous qui sommes vraiment valides. Ces Amazones continuent de se battre pour faire entendre leur voix à travers des campagnes de sensibilisation, des conférences débats et des plaidoyers. Il faut toujours que nous nous battions pour que la place de la femme vivant avec un handicap soit une réalité. Cette activité témoigne de l'intérêt que les initiatrices accordent à leur autonomisation et la place qu'elles peuvent occuper dans la société en général, cela malgré leur handicap. 100 femmes de 6 villages de la région de Koulikoro initiées à la saponification et équipées en kit. Un appui d'une société minière de la place pour permettre à ces femmes d'être plus autonomes et les inciter à abandonner les sites d'orpaillage. Boubacar Sissoko, Salif Maïga, correspondance. La société minière Befeg SARL s'inscrit dans la logique d'entreprise citoyenne. Dans la commune rurale de Balambakama, elle accompagne les communautés villageoises dans le processus de développement. Cette cérémonie consacre le renforcement des capacités de 100 femmes en saponification. Vous avez pensé à l'autonomisation de nous, les femmes de Balambakama, en nous offrant l'opportunité d'apprendre à façonner le savon, dans l'espoir de nous rendre autonomes et économiquement indépendantes. Les bénéficiaires ont également salué les efforts inlassables du gouverneur de la région de Koulikoro, le colonel Lamini Kapuri Sanogo, qui s'est impliqué personnellement afin que le partenariat soit fécond avec Befeg Mali SARL. Les femmes ont été outillées en technique de fabrication de savon. Ce métier appris et maîtrisé est porteur d'emploi immédiat et générateur de revenus pour les femmes de la commune. Des kits et attestations sont remis à la centaine de femmes pour leur autonomisation. La société BFEC a pris cette initiative dans le cadre des plans de développement communautaire. Depuis qu'on a commencé la production ici, j'ai vu que les femmes de la commune, ce sont des femmes battantes. Les autorités régionales encouragent les autres sociétés à emboîter les pas à BFEG Mali SARL pour asseoir le développement à la base. Les actions que mène la société BFEG s'inscrivent dans la vision des hautes autorités et cadrent avec les grands principes qui gouvernent aujourd'hui toute action publique. C'est-à-dire la société BFEG prend en compte les intérêts de la population de la commune de Balambakama. Des prestations d'arts martiaux et d'artistes ont également marqué cette cérémonie de clôture de formation des femmes de Balambakama. Sur nos antennes, nous continuons à célébrer la femme, particulièrement les femmes du Mali. Mois de mars oblige. Zoom ce soir sur une Amazone de la région de Taoudéni. Elle s'appelle Kibira Ment Sheikh. Elle incarne aujourd'hui dans la région le visage de la battante pour les droits de la femme sous toutes ses formes. Découvrons-la avec Shirfi Moulay. Âgée seulement de 20 ans, elle cumule des postes de responsabilité au sein de sa commune depuis le 15 octobre 2021. Elle est non seulement deuxième adjoint à la mairie d'Arawan, mais aussi surtout membre des autorités intérimaires niveau commune. Et ce n'est pas tout. Elle mène une vie associative très dense au service des populations, particulièrement des femmes en milieu nomade. Les femmes, nous avons un rôle vraiment important dans la consolidation de la paix, le vivre ensemble. Nous sommes un pilier à ne pas mettre à côté pour bâtir le Malikura de notre rêve. Le combat de notre jeune élu est louable. Depuis quelques années,
Elle lutte activement contre toute forme de VBG. Les autorités doivent multiplier d'efforts pour renforcer la loi 052 pour nous protéger de coups et blessures. Aujourd'hui, dans la commune d'Arawan, elle ne passe pas inaperçue, surtout auprès des femmes à qui elle est entièrement dévouée. Kibira est un exemple de résilience, d'engagement et de courage. Vive vraiment son efficacité, son engagement autour des femmes. Vraiment, c'est une dame que depuis, en tout cas, notre collaboration au niveau de la commune, et moi je suis à l'aise parce que je voyage beaucoup. C'est elle qui gère aujourd'hui la commune centrale d'Arawan. Une dame que vraiment on peut compter sur elle. L'épanouissement et l'autonomisation des femmes si chères aux autorités de la transition font leur bonhomme de chemin à Taoudeni. Grâce à Kibira, j'ai accès aux documents dont j'ai besoin au niveau de la mairie. Elle est devenue l'espoir de toutes les femmes en tant que la seule mère femme dans toute la région. Grâce à elle, je ne traîne plus à la mairie. La présence de Kibira à la mairie d'Arawan m'a permis d'obtenir mon acte de naissance. Après mon retour du camp des réfugiés d'Embra en Mauritanie, où je suis née. La jeune élue adresse ses remerciements au président Assimi Goïta qui, de par ses actions et initiatives, met la femme malienne au cœur de Malikoura. Réunion des présidents d'honneur du parti Alliance pour la refondation du Mali, élargie aux membres du directoire national politique. Cette rencontre avait pour but de présenter les perspectives d'implantation du parti à travers le pays et d'échanger sur l'organisation du premier congrès ordinaire de l'ARIMA prévu pour le 7 juin 2024. La réunion a été l'occasion de présenter aux membres le nouveau président d'honneur du parti en la personne du Dr Boulkassoum Aïdara, le compte-rendu de Djemba Moussa Konaté. Cette réunion semestrielle de la jeune formation politique fait le bilan des activités réalisées ainsi que les défis à relever pour les 6 prochains mois. Ce que les partis attendent davantage des présidents d'honneur compte tenu de leur statut, c'est d'impulser une forte dynamique. Partout, ils ont une représentation, une forte dynamique pour que les partis s'implantent fortement et solidement. Au chapitre du bilan, le chef suprême de Méguétan et non moins un des présidents d'honneur du parti se félicite des avancées enregistrées sur le plan de la sécurité et de la protection des personnes et de leurs biens. Il faut que la transition puisse mettre le pays debout, que le pays soit sécurisé, que nous puissions commencer le développement économique, social et culturel. Faire en sorte qu'un tel parti puisse être porté sur les fonds bâtiments avec une vision qui cadre parfaitement avec les principes de la Constitution. Le nouveau président d'honneur entrant, Dr Boulkassoum Aïdara, dit avoir rejoint l'ARIMA pour des raisons suivantes. Vraiment, ce que j'ai vu en résumé pour cette transition, ça m'a beaucoup marqué. Tout ce qu'ils ont entrepris actuellement, nous y adhérons fermement et totalement. Le président de l'ARIMA compte éventuellement organiser une tournée dans les 2 autres pays de l'AES pour mutualiser les efforts. Célébration des 50 ans du lycée régional de Ségou, baptisé en 91, lycée Abdul Karim Kamara dit Cabral. Plusieurs activités à l'agenda de la journée initiées par l'association des anciens élèves de l'établissement. Fousseini Samake Moussa Fofana depuis Ségou. 1974-2024, le lycée régional de Ségou a 50 ans. Pour célébrer ce cinquantenaire, le collectif des amicales du lycée régional de Ségou et ses partenaires ont initié plusieurs activités socio-culturelles et sportives. Ces activités visent à soutenir l'établissement qui a formé et continue de former des cadres du Mali. Le lycée régional de Ségou, devenu lycée Abdul Karim Kamara dit Cabral de Ségou en 1991, compte actuellement 2012 élèves, dont 1094 filles, soit 54,37%, et répartis entre 40 groupes pédagogiques. J'exhorte et j'encourage tous nos sociétaires des différentes amicales et tout autre mécène à préserver dans cet appui multiforme à notre bien-aimé lycée. Le meilleur reste à venir, Inch'Allah.
Les acteurs de l'éducation fondent beaucoup d'espoir sur le lycée Cabral qu'ils qualifient de véritable laboratoire de formation. Le lycée de Ségou est un laboratoire qui a produit d'éminents professeurs, mais d'éminents cadres de ce pays. Le ministre de l'Éducation, par ma voix, exhorte les élèves du lycée Cabral à se surpasser pour mériter la confiance de Abdoulkarim Kamara Di Cabral. Les témoignages, les jeux concours, les danses chorégraphiques, les remises d'attestation de mérite et des prix aux meilleurs élèves, les plantations d'arbres ont été d'autres temps forts de cette journée. Et je vous amène à Bougouni pour parler de la fin de la 11e édition du Festival international d'Idadi. Les activités de la dernière journée ont été marquées par la visite de sites touristiques de la foire d'Idadi. Je vous rappelle que l'événement était placé sous la présidence du gouverneur de la région de Bougouni, Ousmane Ouélé. Envoyés spéciaux, Ibrahim Kaoukonate et Sidi Modibo Dambili. Le tourisme est l'un des pans importants dans notre culture. C'est pourquoi, cette année, le choix est porté sur le village de Faragouara, situé à 35 km de Bougouni, par les organisateurs. Nous avons visité ce qu'on appelle les Tatas de Faragouara, ou bien localement appelé Djing, et certains aussi l'appellent Tara. Voilà, donc c'est un mur de résistance qui a été construit par les rois passés pour se protéger contre les agresseurs. La foire du festival offre l'opportunité aux exposants d'étaler leurs produits et leur savoir-faire. Le festival, vraiment, Dieu merci, on a eu ce qu'on pouvait. Parce qu'on est là depuis il y a 4 jours. Donc les produits qui étaient venus avec moi, je suis à 80% déjà. Je suis une habituée de ces festivals pour avoir participé à toutes les éditions. Je peux dire qu'aujourd'hui, alhamdoulilah, nous avons pu faire beaucoup de ventes grâce à Dieu. C'est une belle initiative qui permet à tout le monde de vivre durant 10 jours, de venir dans notre belle région. Le gouverneur de la région salue la résilience de la population de Bougouni et les organisateurs. Il a ensuite remercié le Burkina Faso, pays invité. Au-delà de l'aspect artistique et culturel, il y a aussi tout ce qui concerne un peu les retombées économiques que ce festival génère pour la ville de Bougouni. Ça se passe très bien. L'année passée, on était là. Cette année aussi, on a eu cette chance-là. En tout cas, c'est un très grand festival merveilleux avec beaucoup de rencontres, beaucoup de talents et c'est vraiment très beau. Ainsi prend fin donc la 11e édition du Festival international de Bougouni d'Idadi, édition 2024. Le rendez-vous est pris pour l'année prochaine pour la 12e édition de ce grand rendez-vous culturel qui rassemble plus de 15 000 festivaliers ici dans la cité Bani-Monetier. Et bien sûr, le RTM sera au rendez-vous. Les nouvelles du temps, c'est juste après moi avec Seo Tamboura. Sur ce prend fin cette édition. Merci à la rédaction et à toute l'équipe de réalisation. Un grand merci à nos téléspectateurs à travers le monde, particulièrement ceux de Bougouni. À demain, je l'espère, à 20h45. Bonsoir à tous.